Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19h30 sur le Rural Béni TV. À la une de ce soir, chaque 17 avril, le monde célèbre la Journée internationale des luttes paysannes. Une date symbolique qui résonne particulièrement au Bénin, où les producteurs agricoles s'organisent pour défendre leurs droits. À cette occasion, notre rédaction vous propose un reportage. À quelques jours du démarrage de la campagne agricole, les femmes actives dans la production intensifient leurs préparatifs sur le terrain. Que peut-on retenir de leurs préparatifs pour une campagne réussie? Élément de réponse dans cette édition. Depuis 2014, les cantines scolaires ont vu le jour au Bénin, conçues pour améliorer les conditions d'apprentissage et maintenir les élèves à l'école. Ce dispositif demeure un pilier important, surtout en milieu rural. Il fait toutefois face à plusieurs défis liés à son organisation et à sa gestion sur le terrain. Dans ce dossier, focus sur la réalité des cantines scolaires entre avancées et difficultés. Fidèles à nos habitudes, nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité agricole au-delà de nos frontières. Les grands titres ainsi présentés, le développement, c'est juste après ceci. On démarre ce 19h30 avec les prévisions météorologiques de demain dans les localités de Sakété et Lokossa. La matinée à Sakété débutera sous un ciel voilé avec des conditions brumeuses avant de laisser progressivement place à de belles éclaircies en cours de journée. La température sera de 26 degrés Celsius avec un ressenti de 29 degrés Celsius en raison de l'humidité ambiante. Le vent du sud soufflera autour de 10 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 20 km par heure. Malgré ces formations brumeuses possibles par endroits, aucune précipitation n'est attendue et le risque de pluie est nul. En soirée, le ciel sera peu nuageux sans indice sur de beau temps. La température atteindra 28 degrés Celsius avec un ressenti de 30 degrés Celsius dû à l'humidité. Le vent du sud soufflera autour de 15 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 25 km par heure. Le temps restera globalement calme et agréable, sans aucune précipitation et avec un risque de pluie toujours nul. De Sakété, commune à forte vocation agricole dans le département du Pato, avec pour filière prioritaire palmier à huile, direction à présent Lokossa dans le département du Molo. Dans la matinée à Lokossa, la journée débutera sous un ciel brumeux avec des formations de brouillard par endroits avant de laisser progressivement place à de belles éclaircies et à un temps ensoleillé. La température sera de 27 degrés Celsius avec un ressenti de 31 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le vent de sud-ouest soufflera autour de 10 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 20 km par heure. Malgré quelques brumes matinales possibles, aucun risque de pluie n'est attendu. En soirée, le ciel alternera entre nuages et éclaircies avec parfois des passages nuageux plus denses. La température atteindra 28 degrés Celsius avec un ressenti de 31 degrés Celsius lié à l'humidité. Le vent du sud soufflera autour de 15 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 25 km par heure. Un faible risque d'averse est à signaler avec une probabilité de pluie estimée à 20%, mais le temps restera globalement calme. Ainsi, la journée s'annonce globalement stable à Sakété comme à Lokossa, avec des conditions parfois brumeuses le matin et quelques passages nuageux en soirée, accompagnés d'un faible de risque de pluie localisée. La Chambre nationale d'agriculture CNA et la délégation de AFoodPac a échangé sur les pistes de collaboration visant à dynamiser les filières agroalimentaires et promouvoir des solutions innovantes et durables.
La rencontre s'est tenue le lundi 13 avril 2026 à Bobo Dioulasso, en marge des préparatifs de la 5e édition d'AFOODPEC, prévue du 26 au 29 novembre 2026. Cette initiative vise à renforcer la coopération entre les deux structures afin de favoriser la transformation, la conservation et la valorisation des produits agricoles dans une dynamique de développement durable des chaînes de valeur agroalimentaire. Elles sont à Dunko, à Ouida et ailleurs et jouent un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes aquatiques. Il s'agit des mangroves. Entre refuges pour les espèces, zones de reproduction et protection des berges, elles contribuent activement à la préservation de la faune aquatique. Anissé Ronguet vous propose un élément sur les importances. Suivez. Un vivier de reproduction des espèces aquatiques telles que les poissons, les mangroves constituent des écosystèmes particuliers situés entre la terre et l'eau. Véritable zone de transition, elles jouent un rôle essentiel dans l'équilibre des milieux aquatiques. La mangrove, c'est un écosystème aquatique qu'on retrouve souvent dans les zones continentales, plus précisément sur le littoral, qui est une zone qui sépare la mer et le trait-plein central. C'est un récif qui est là et qui permet vraiment de filtrer tout ce qui est déchet avant d'aller vers la mer parce que les mangroves sont combinés, sont connectés directement à la mer. Au-delà de leur présence naturelle, les mangroves offrent un refuge, un espace de reproduction et de protection de nombreuses espèces aquatiques. Elles participent ainsi à la préservation de la biodiversité et au maintien des ressources halieutiques. Les mangroves constituent le lieu de reproduction de nombre d'espèces aquatiques, surtout océaniques, qui quittent la mer pour se reproduire dans les zones de mangroves. Un lieu vraiment de croissance pour les petits larves, parce que ça, à cause des racines des palétuviers, les poissons arrivent à se cacher contre toute attaque pour se développer avant de se retourner dans la mer. Ces mangroves sont en même temps les puits de carbone. Et c'est que les études ont montré que les mangroves captent 5 fois plus le carbone que les arbres ordinaires. Malgré les efforts du gouvernement et ceux des ONG, aujourd'hui, ces écosystèmes sont confrontés à plusieurs menaces, notamment la coupe abusive et les activités humaines non maîtrisées. Des pressions qui fragilisent leur capacité à jouer pleinement leur rôle. Depuis quelques années, les mangroves, les forêts des zones de mangroves se dégradent compte tenu de l'activité humaine. Donc, ces activités engendrent vraiment des perturbations dans ces zones-là et créent vraiment la disparition progressive de ces mangroves. Si rien n'est fait, il y a plusieurs espèces aquatiques qu'on ne va plus jamais voir. Ils vont disparaître dans ces écosystèmes-là. Et comme c'est l'homme qui exploite ces écosystèmes, l'homme vraiment aura beaucoup de problèmes parce que les populations riveraines de ces zones de mangroves dépendent de la mangrove. Face à ces risques, des suggestions apparaissent comme des pistes indispensables pour préserver durablement ces mangroves. Il faut vraiment replanter les palétuviers dans les mangroves pour qu'ils poussent naturellement. Il faut faire un effort, surtout ceux qui pratiquent l'agriculture conventionnelle, parce que ce n'est pas seulement le fait de venir tuer, c'est-à-dire abattre les palétuviers qui constituent la dégradation de la mangrove. Aussi, l'utilisation en amont des intrants chimiques de synthèse contribue fortement à la dégradation aussi des mangroves et à la dégradation des espèces aquatiques. Et il faut penser non seulement à aussi amener les populations à avoir d'autres activités que d'aller couper le bois sur les mangroves. Il faut leur trouver des activités qu'on connaisse pour ne pas être tout le temps sur les zones de mangroves, pour pêcher tout le temps. Préserver les mangroves, c'est protéger la faune aquatique, mais aussi garantir l'équilibre de tout un écosystème dont dépendent de nombreuses communautés. La Banque mondiale a présenté au Bénin le rapport Women Business and the Law WBL 2026, mettant en lumière des progrès notables en matière d'égalité des genres. Organisée avec les secteurs publics et privés, la rencontre a souligné des avancées juridiques tout en pointant des écarts dans leur mise en œuvre, notamment en matière de sécurité, de mobilité, d'emploi et d'entrepreneuriat féminin. Le Bénin affiche des performances supérieures à la moyenne régionale de l'UEMOA avec un score de 67,6% pour le cadre juridique.
Chaque 17 avril, le monde célèbre la Journée internationale des luttes paysannes. Une date qui trouve tout son sens au Bénin, où les mouvements paysans, au fil des années, se sont structurés pour défendre les intérêts des producteurs. Face aux difficultés d'accès à la terre, aux faibles revenus et aux mutations du secteur agricole, les agriculteurs béninois ont progressivement compris la nécessité de s'organiser et de se battre pour faire entendre leur voix et améliorer leurs conditions de vie. Reportage. Au Bénin, comme dans plusieurs pays, le secteur agricole a connu des transformations notables. Amélioration des conditions de vie des producteurs, accès facilité au crédit et à la terre. Mais derrière ces acquis, il y a surtout des années de mobilisation portées par des femmes et des hommes engagés dans les mouvements paysans. Le mouvement paysan a une genèse. Nos prédécesseurs ont réellement fait le militantisme. Ils ont travaillé. Ils n'ont pas eu peur. Malgré tout, ils ont fait la bataille. Et aujourd'hui, nous pouvons porter haut. On peut parler un peu d'ici. Avant, ce n'était pas comme ça. Il y avait eu des organisations qui sont nées et des luttes qu'avaient menées nos prédécesseurs paysans avant d'être là ce jour. Au-delà de ces revendications, les mouvements paysans sont devenus de véritables cadres d'expression et de solidarité, des espaces où les agriculteurs se regroupent, s'entraident et défendent leurs intérêts. Quand on parle d'accès à la terre, vous restez dans votre coin, même en tant que producteur. Et je n'ai pas d'accès à la terre, vous faites recours aux parents, et puis bon, ça s'arrête là. Vous faites un plaidoyer, ensemble, on est fort, on dit, vous allez au niveau de la mairie, vous avez beaucoup plus de chances d'être écoutés. Malgré les avancées impulsées par les pères fondateurs, des défis demeurent. Aux acteurs du secteur agricole revient la responsabilité de poursuivre cet engagement, de défendre les intérêts et de faire vivre ces luttes dans la durée. Donc, ils ont vraiment fait la lutte. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de continuer dans cette même lancée-là. Et si nous, jeunes agriculteurs aujourd'hui, nous ne nous organisons pas pour mieux défendre nos intérêts, ce n'est pas les acteurs d'autres secteurs qui viendront le faire. 30 ans de lutte, organisons la résistance. Un thème qui résonne comme un rappel, mais aussi comme une invitation à rester mobilisé. Et au-delà des mots, c'est surtout une histoire de persévérance, de transmission et d'espoir qui continue de s'écrire saison après saison. Bientôt, les vendeuses de Dantopa seront délocalisées vers un autre site. Les vendeuses de tissus pagne du jardin de Dantopa saluent cette décision qui leur permettra d'accéder à un cadre organisé, sécurisé et fonctionnel. Pour réussir cette transition, elle appelle à une collaboration étroite entre les autorités et les acteurs concernés. Dialogue, transparence et inclusion apparaissent comme les clés d'un transfert réussi. On parle toujours des femmes. Dans les champs comme dans l'organisation, les femmes productrices sont déjà à pied d'œuvre pour préparer la nouvelle campagne agricole. Au Bénin, à l'approche de la prochaine campagne agricole, les femmes productrices s'activent déjà pour mieux se préparer à affronter la saison. Elles mettent en place diverses stratégies pour optimiser le rendement. Suivez cet élément qui fait le point des préparatifs que font les femmes de cette nouvelle campagne. Reportage. Les femmes ne sont pas en marge de la production agricole. Bien au contraire, elles s'imposent de plus en plus comme des actrices clés. À chaque nouvelle campagne, les groupements féminins se mobilisent avec détermination pour atteindre leurs objectifs. Au sein de leur coopérative, Rolande Bossou nous dévoile les préparatifs déjà en cours. Nous sommes en train de préparer les champs, les labours, les saclages et autres là. Et pour les semences, ce que nous allons produire pour la campagne, nous avons déjà ça dans notre plan d'exploitation de l'année et nous savons déjà ces tomates, ces piments, ce que nous allons produire, nous avons déjà programmé ça et les pépinières sont déjà en cours. Pour les accompagner, plusieurs structures, qu'elles soient gouvernementales ou non, se mobilisent. L'Association nationale des femmes agricultrices du Bénin, en partenariat avec des institutions,
œuvre non seulement à répondre à leurs besoins pratiques, mais aussi à renforcer leurs capacités, notamment en gestion financière. Pour notre autofinancement, je vais dire, elle a mis à notre disposition des caisses pour les tontines avec. Nous cotisons chaque semaine quelques sous. Et puis, quand quelqu'un membre a des difficultés financières pour prendre des intrants, il fait part de ça et puis on lui octroie un petit crédit pour acheter les semences. Un appui nécessaire, d'autant plus que le secteur agricole fait vivre près de 61% de la population rurale selon le Fonds national de la microfinance. Pourtant, malgré son poids, les actrices de la chaîne continuent de faire face à d'importantes difficultés financières. Pour la campagne, la difficulté, la première, c'est le financement. Le financement que nous arrivons à maîtriser à notre limite. Et l'autre aussi, le coût de la carburation. Nous produisons actuellement à un coût élevé. Et là où nous sommes, vous allez voir que nous n'avons pas de forage. Nous utilisons l'eau de bas-fond pour arroser nos choses. Il arrive des moments que l'eau porte de rue. Et tout ce que nous avons cultivé, nous avons de problèmes. Ça se gâte. Avec le forage, on ira sur la nappe pour ne pas avoir de ces problèmes de rue-là. Face à ces défis, les femmes agricultrices gardent espoir. Des efforts sont également visibles à l'échelle nationale. En 2025, le secteur agricole béninois a bénéficié d'un investissement de 146,9 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 25% par rapport à l'année précédente. Un signal fort pour renforcer les productions et améliorer les conditions de vie des acteurs du monde agricole. Garantir un repas chaud à chaque écolier, tel est l'objectif des cantines scolaires, un programme déployé depuis 2014 dans plusieurs écoles primaires, notamment en zone rurale au Bénin. Au fil des années, ce dispositif a prouvé son efficacité avec une hausse de la fréquentation scolaire et une amélioration des résultats des apprenants. Mais entre la gestion locale parfois complexe et les défis d'organisation, plusieurs obstacles viennent fragiliser ce programme pourtant essentiel. Shekinata Adjaro et Léonide Djossé, suivez. Avec une population estimée à 13,4 millions d'habitants, majoritairement jeunes et rurales, le Bénin se classe au 166e rang sur 191 selon l'indice de développement humain 2021. Sur le plan alimentaire, les indicateurs révèlent une situation contrastée. Le taux de sous-alimentation est estimé à 7,6%, en dessous de la moyenne régionale de 14,8%, mais l'insécurité alimentaire touche encore 9,6% de la population, principalement en milieu rural. Face à ces réalités, les cantines scolaires s'imposent progressivement comme un outil central de réponse sociale. En 2014, les cantines scolaires ont commencé par voir le jour. D'un budget de 1 milliard de francs CFA en 2016, sur les 20 jours sur 180 avec pour impact 2500 enfants, le gouvernement béninois est passé à plus de 32,5 milliards en 2024 avec 1 300 000 enfants avec 180 jours sur 180. Chaque année, le gouvernement ne cesse d'accompagner ce programme. Déjà en 2025, le taux de couverture du programme dépassait les 80% avec plus de 1 400 000 enfants. L'objectif est de garantir au moins un repas chaud par jour à chaque élève, du primaire même dans les zones rurales. Si les résultats sont visibles sur les papiers, sur le terrain, les effets sont déjà perceptibles avec la hausse du taux des résultats aux différents examens et une hausse des inscriptions scolaires. La cantine scolaire a permis quand même une augmentation des enfants dans les salles de classe. Parlant des chiffres là, nous pouvons dire que depuis 2015, l'effectif tournait autour de 200 par là, mais jusqu'à la date où nous parlons aujourd'hui, donc l'effectif tend déjà vers 300. S'il n'y avait pas la cantine, la fréquentation des enfants, l'instruction, ça n'allait pas comme ça. Maintenant, comme les enfants ont appris qu'il y a l'école est dotée de la cantine, l'instruction a augmenté et l'effectif de l'école aussi a connu
une augmentation. Sinon, en 2023, l'effectif était à 160. Maintenant, bon, jusqu'à aujourd'hui, je vais vous dire que l'effectif de l'école, nous comptons maintenant 250 élèves. Parallèlement, les cantines scolaires contribuent aussi à réduire l'absentéisme et les abandons scolaires, maintenant davantage d'enfants en classe sur la durée. À dire vrai, quand la cantine est arrivée, ils sont réglés. Sinon, avant, ce n'était pas comme ça. À cause de la cantine, ils sont réglés ça qu'il faut venir à l'école et à manger. Avant, jusqu'à l'heure là, il y a au moins le tiers des élèves qui désertaient déjà les lieux. Mais avec la cantine, comme ils savent qu'ils ont un repas à prendre, ils sont là. Et les enfants abandonnaient. Chaque année, on connaît toujours d'abandon. Maintenant, avec l'arrivée de la cantine, ça a réduit un tant soit peu les abandons. Les absences aussi ne sont pas aussi si répétées, sauf s'il y a des cas de maladies et autres. Ici, à l'école primaire publique d'Ekin à Fio, les enfants bénéficient chaque jour de repas adaptés aux réalités locales. Nous, ici, on a l'habitude de faire 4 repas, je crois. Il y a Atassi, nous faisons Akassa comme nous faisons la pâte. Il y a le Sampiti et le ribre. Afin d'éviter le gaspillage alimentaire, une stratégie rigoureuse a été mise en place. Chaque enseignant envoie le matin l'effectif présent et ayant souscrit. Et nous tenons compte de ces souscriptions pour faire les prélèvements journaliers. Il y a une souscription journalière de 25 francs. Oui, c'est ça qui permet de payer les condiments. Si le gouvernement investit, il garantit également la sécurité et l'hygiène dans la préparation. Donc pour la préparation, il y a les cuisinières qui sont recrutées par Anan. Elles ont fait d'abord la visite médicale qui atteste que chacune d'elles est en bonne santé afin de cuisiner pour les enfants de l'école. Cependant, des défis persistent, notamment le manque d'infrastructures adaptées et la pression que la gestion des repas peuvent exercer sur le temps d'apprentissage. La cantine, c'est vrai, c'est venu nous aider par rapport à la fréquentation des enfants. Mais la difficulté que nous avons, c'est le temps. Ça prend trop de temps. Au lieu de se concentrer sur ce que nous faisons en classe, ils cherchent à comprendre qu'est-ce qu'on est en train de préparer à la cuisine. Vous voyez, donc, comme c'est les petits enfants, ils sont beaucoup plus tentés de regarder vers la cuisine. Ces difficultés amènent les acteurs du secteur à appeler à des mesures plus structurées pour améliorer le fonctionnement des cantines scolaires et renforcer leur efficacité. Une bonne cuisine, très bien close, où le repas serait peut-être une surprise pour l'enfant. S'il est habitué à cela, c'est bien. À l'échelle internationale, le dernier rapport de l'indice de la faim dans le monde publié par l'organisation allemande Welthungerhilfe, l'organisation internationale Concern Worldwide et l'Institut de droit international de la paix et des conflits armés de l'université de la Hour à Bochum en Allemagne classe le Bénin avec un score de 25,9 correspondant à une situation de faim grave parmi environ 35 pays les plus touchés. Dans ce contexte, les cantines scolaires apparaissent ainsi comme bien plus qu'un dispositif éducatif. Elles constituent un véritable levier de protection sociale et de lutte contre l'insécurité alimentaire. Hors de nos frontières pour vous servir quelques informations agricoles dans quelques pays de la sous-région. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, a annoncé l'approbation d'un financement de 266,7 millions USD et de 30 milliards francs CFA pour des projets stratégiques au Nigeria, en Gambie, au Ghana, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Cette décision, validée lors de la 95e session du conseil d'administration tenue le 30 mars 2026, témoigne de l'engagement constant de la banque à promouvoir un développement durable, inclusif et résilient dans l'espace CEDEAO. Au Niger, le ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement assure l'intérim de l'agriculture, a procédé à l'installation du comité de structuration de la filière oignon.
Cette initiative vise à renforcer la performance et la durabilité de la filière oignon, améliorer les revenus des acteurs et consolider son rôle dans la croissance économique ainsi que la souveraineté alimentaire du pays. Un financement de 15 millions de dollars a été accordé à l'entreprise Vitori Group spécialisée dans l'aquaculture en Afrique de l'Est pour soutenir sa production de tilapia. L'opération a été annoncée le 7 avril 2026 et concerne principalement des activités au Kenya et au Rwanda en Afrique de l'Est. Ce financement vise à augmenter la production de tilapia du Nil pour répondre à la demande croissante en poissons en Afrique et renforcer durablement la capacité de production du secteur aquacole dans la région. Une délégation d'opérateurs économiques togolaises conduite par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, effectue une mission économique en Chine afin de développer des partenariats commerciaux et industriels. La mission se déroule en Chine depuis le lundi 13 avril 2026. Cette visite vise à renforcer la coopération économique entre le Togo et la Chine, à favoriser les investissements croisés et à encourager les échanges commerciaux ainsi que l'exportation des produits togolais à travers des partenariats concrets. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention tout au long de ce journal. Excellente fin de la semaine à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition.